Gandalf il est défoncé la plupart du temps, et c'est qu'à moitié une vanne. Hein. Il a passé un peu plus de 2000 ans sur la Terre du Milieu, ok? Et ben durant tout ce temps, il y a en gros juste 2 ans où le gars est lucide. Alors peut-être que ça vous a pas sauté aux yeux dans les films de Peter Jackson, mais je viens de me retaper tout le lore du bonhomme dans les livres. Et je peux vous dire qu'il y a des indices assez évidents et qu'on a frôlé la catastrophe à plus d'une reprise à cause de lui. Donc vous allez voir, on va tout reprendre depuis le début, on va bien se marrer, et surtout je peux vous dire qu'après cette vidéo, vous n'allez plus le voir comme le gentil papy magicien plein de sagesse. Surtout qu'à la base, c'est pas un vieillard. Avant d'être Gandalf le magicien barbu qui s'habille chez Emmaüs, il s'appelle Olorin. Et c'est pas un humain, c'est un Maya, une espèce d'ange qui habite à Valinor, une sorte de paradis habité par les immortels. Et pour lui, tout va bien. On n'entend même pas parler de lui pendant des millénaires. Mais un beau jour, il se fait virer du paradis. Et il est pas seul à se faire virer, hein. Il y a aussi Saruman, Radagast, Palando et Alatar, les 2 mages bleus. Apparemment les Valar, les boss de Valinor, ils décident de faire le ménage et de dégager tous les parasites. Mais ils font ça bien, hein. Attention. La version officielle, c'est que le mal est à nouveau présent en Terre du Milieu. Et que du coup ils ont sélectionné 5 maillards d'élite pour créer un nouvel ordre. Les Istari, des maillards envoyés sous la forme de magiciens parmi les mortels. Donc l'idée, c'est d'aider les peuples libres de la Terre du Milieu à défaire Sauron. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent. Sauf que les 5 Gugus, là, les Valar, ils les envoient pas au premier âge contre Morgoth, le boss de Sauron. Ils les envoient pas non plus au 2e âge, alors que Sauron est en possession de son anneau, donc au max de sa puissance, et que c'est un peu chaud pour les elfes et les humains. Non, non. Les Istari, ils sont envoyés 5000 ans après le début des carnages, donc au 3e âge quand Sauron n'a plus son anneau. Et pas dès le début du 3e âge. Il les envoie à l'an 1000. Donc quasiment pas d'intervention divine pendant 5000 ans, à part pour tout péter à la fin du premier âge. Mais là, soi-disant parce que l'esprit amoindri de Sauron commencerait éventuellement à peut-être se manifester, on envoie l'agence Tourisque. Et pas à nous les gars, on peut se le dire. Les Valar n'en pouvaient plus. Mais boss, pourquoi nous? Pourquoi nous? À ton avis, pourquoi nous, là? Parce que ça fait des millénaires que toi et tes copains, vous passez vos journées à vous toucher une noisette en fumant, là. Allez vous rendre-t-il un peu? Ouais, enfin les Valar, c'est pas non plus... Yes. C'est ainsi qu'en l'an 1000 du 3e âge, Olorin arrive en Terre du Milieu et est accueilli par les légendaires Glorfindel et Círdan le constructeur de bateaux. Et non, il n'arrive pas comme un astéroïde qui s'écrase sur la planète. Hein. Alors, par quoi tu commences? Oh bah... t'as du feu? Círdan lui donne un des anneaux de pouvoir des elfes parce qu'il ressent que Gandalf est fort fiable et qu'il en aura besoin. Fiabilité, on va en reparler. Hein. Gandalf se met alors à rôder en Terre du Milieu, mais surtout dans l'ouest, l'Eriador et Mirkwood, et il va pas à l'est, comme dans la série Amazon. Et mine de rien, il se passe quand même un siècle entier comme ça, où il est en Terre du Milieu, il rencontre les elfes, il traîne un petit peu avec eux, enfin bref. 100 ans où il se passe rien. Après, il suffit qu'il soit tombé sur un bon matelas et ça peut facilement partir en sieste. Hein. Par exemple, un matelas Emma, le sponsor de cette vidéo. Emma, c'est des experts du sommeil. Ils ont toute une gamme de produits de literie haut de gamme qui sont vraiment conçus dans l'idée d'améliorer la qualité de notre sommeil. Comme vous pouvez voir, ils m'ont envoyé quelques produits et j'en suis très satisfait. Donc le sommeil, c'est hyper important pour moi et puis ça devrait l'être pour vous aussi puisqu'on passe quand même une grosse partie de notre vie au lit. Hein. Pas que pour dormir. Donc, il y a une certaine logique à être bien équipé quand même. Pour le matelas, moi j'ai choisi la version Original 2, qui est en fait la nouvelle version de leur matelas le plus vendu en 2020-2021. Et puis si vous n'avez pas envie d'un matelas, vous pouvez quand même améliorer la qualité de votre sommeil grâce à leurs divers accessoires. Par exemple, ces oreillers. Là, je me suis fait plaisir avec les oreillers Original Premium, qui sont les plus haut de gamme chez Emma. Genre vraiment, ces coussins, c'est taré. Genre quand ils disent que c'est haut de gamme ce coussin, vraiment c'est la vérité. Mémoire de forme, soutien incroyable. Et pour ceux qui n'ont pas envie de se ruiner, vous avez encore d'autres gammes et d'autres accessoires largement accessibles. Et ça, c'est la couette 4 saisons. L'idée en fait, c'est que ça peut s'adapter aux différentes saisons, aux différentes températures, grâce aux différentes couches qui sont amovibles et lavables en fait. Et au-delà de la qualité des produits, ce qui est vraiment cool, c'est que Emma garantit ses produits 10 ans et vous fait une livraison et un retour gratuit. En plus, Emma vous permet 100 nuits d'essai, donc vous ne prenez aucun risque. Moi, j'en suis à 10 nuits là, plus que 90. Je déconne. Bon, et là, vu qu'elle est French Days, vous pouvez bénéficier de 10% à partir de 300 € d'achat sur tout le site. Et c'est cumulable avec des réductions qui va jusqu'à moins 50%. Pour ça, je vous mets un lien en description, ou alors vous pouvez utiliser le QR code qui s'affiche à l'écran, avec mon code NIBOR, N-I-B-O-R en majuscule. Le tout est valable jusqu'au 8 octobre. Bon, du coup, le Gandalf pas bien vivre pendant une centaine d'années, et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur son inactivité. En l'an 1100 du 3e âge, les Istari et les elfes découvrent qu'une entité maléfique sévit dans la forêt de Mirkwood. Certains pensent que c'est un Nazgûl qui est revenu semer la terreur, d'autres que c'est une nouvelle forme de mal qui est en train d'apparaître, et Gandalf, lui, soi-disant,
il suspecte déjà que ça pourrait être Sauron. Je dis soi-disant parce qu'au final, vous savez en quelle année il va enfin fouiller la forêt et découvrir Dol Guldur? En 2063. Quasiment 1000 ans plus tard. Expliquez-moi comment c'est possible qu'après un siècle d'inactivité quasi totale, tu ne sautes pas sur la première occasion d'action venue. Genre, t'avais quoi de mieux à faire? Oh, c'est fort ça, hein? C'est pas pour les elfes. Mon Iboirou, écoute ça, tu m'en diras des nouvelles. Oh la vache! Pour nuancer, je précise que de 1300 à 1975, l'attention des gentils était plutôt tournée vers le royaume d'Angmar, qui était dirigé par le roi sorcier. C'est le leader des Nazgûl. Roi sorcier qui menait une guerre contre tous les royaumes de l'Eriador et qui leur a fait bien mal, donc je comprends que les gentils étaient occupés. Sauf que dans les récits qui relatent cette guerre, Gandalf n'est pas du tout cité. Donc peut-être qu'il a filé quelques conseils par-ci par-là, mais pas plus quoi, il a rien fait d'épique. Bah, Gandalf, tu veux pas te battre? Ah bah non. Ma mission c'est Sauron, moi. Attends, une chose à la fois, hein. Il est marrant, ouais. Bon, au final, Gandalf découvre bien Dol Guldur en 2063, mais l'entité maléfique qui se fait appeler le Nécromancien s'enfuit, et du coup Gandalf n'a pas le temps de l'identifier. Tu parles d'un détective. Après, pendant 400 ans, à nouveau, c'est plutôt calme. Les Nazgûl préparent tranquillement le retour de Papa Sauron en 2460, pendant que Gandalf doit faire pousser ses pieds de bœuf, probablement. Dans la foulée, Galadriel sent que le mal a refait surface. Et oui, ça arrive très souvent que les gentils sentent que le mal refait surface dans cet univers. Elle crée donc le Conseil Blanc, dont elle veut confier les rênes à Gandalf. Mais ce Stonard y refuse parce qu'il dit qu'il veut pas d'attache, qu'il veut rester libre et indépendant en gros. Ça creepy. Du coup, c'est Saruman en fait qui prend le lead, mais il développe petit à petit de la peur et de la jalousie vis-à-vis de Gandalf. Tiens, de la paranoïa. Qu'est-ce qui pourrait bien causer ça? Bon, en tout cas, malgré le Conseil Blanc et le sentiment que le mal est actif, au niveau des actions, ça reste chill, hein, faudrait pas se blesser non plus. Donc pour Gandalf, ça consiste à continuer à errer par-ci par-là. Après, point positif de ces petites errances, il rencontre enfin les Hobbits, un peuple qu'il apprécie, qui retourne souvent voir et aider, notamment durant le long hiver de 2758 à 2759, qui touche très durement les Hobbits. Officiellement, il est dit que c'est pendant ce temps parmi eux qu'il découvre vraiment leur caractère et leur vaillance, et que du coup, il se met à adorer les Hobbits. Ouais, moi, j'ai un autre regard là-dessus, et si vous avez déjà vous aussi fumé de l'herbe magique, vous allez vite comprendre. Quel est le phénomène qui se manifeste quand ça fait plusieurs heures déjà que tu fumes? Déjà entendu parler de la fonce dalle? Cette sensation de bouche pâteuse et de faim irrépressible qui pousse les consommateurs à manger tout et n'importe quoi après avoir fumé un joint. Quel meilleur endroit pour rassasier une fonce dalle que chez des hobbits. Sans transition, en 2770, c'est Smaug qui débarque du nord pour attaquer et conquérir le royaume d'Erebor sous la montagne solitaire. Un événement qui ne rassure pas notre petit stonard de Gandalf, qui craint évidemment que Smaug et Sauron s'allient, non pas salissent. Oh non mais c'est pas possible. On peut être peinard quelques siècles, oui. Oh, la barbe. Après que les rescapés d'Erebor aient refait leur vie ailleurs, le roi Train 2 part en reconquête de sa montagne, mais il disparaît en chemin. Alerté, Gandalf part à sa recherche. Et là, il doit avoir pris un truc pour le booster, parce qu'il se chauffe et il va même pénétrer dans la Moria, d'où il ressortira bredouille, même pas emmerdé par le Balrog. Et c'est ainsi qu'après 5 ans de recherche infructueuse, 5 ans quand même, 5 ans à chercher un mec, tu sens qu'il n'est pas débordé Gandalf. Bref, après 5 ans, il décide de retourner à Dol Guldur, mais cette fois-ci en mode furtif. Et là-bas, il trouve Thrain dans les donjons. Il le libère donc, et Thrain en récompense lui donne la carte et la clé d'Erebor. Alors la clé, je comprends, le coup de la carte, par contre, j'ai du mal à saisir. C'est-à-dire Erebor, c'est la montagne solitaire, donc il y a une plaine, une grosse montagne au milieu. Vraiment, t'as besoin d'une carte pour repérer ça? Oui, bon, ça va, je troll un peu, quoi. Mais bon, en plus de découvrir Thrain, surtout ce qu'il découvre Gandalf, c'est que le Nécromancien, c'est pas un Nazgûl, c'est Sauron en personne, et qu'en plus, il a récupéré un des anneaux de pouvoir qui était donc entre les mains de Thrain. Bon, là, le coup de pression le fait vite redescendre, il s'échappe, et il va alerter le Conseil Blanc en 2851. Bien lucide grâce au rush d'adrénaline, il essaie d'inciter tout le Conseil Blanc à attaquer Sauron, tant qu'il n'a pas recouvré la totalité de son pouvoir. Pas con. Mais Saruman calme tout le monde en disant que de toute façon, l'anneau il est perdu dans la mer, donc on craint rien, chill, y a pas besoin de bouger. Sauf qu'en fait, ce qu'on sait pas à ce moment-là, c'est que ce petit salopard,
il est déjà en train de mener des recherches pour trouver l'anneau pour lui. Du coup, pas d'attaque, mais la situation commence à inquiéter Gandalf, parce que mine de rien, ça commence à faire un paquet de méchants qui encerclent les gentils du Nord. Les gentils du Nord. T'as Smaug qui squatte Erebor, t'as le fléau de Durin dans la Moria, t'as Sauron à Dol Guldur. Faudrait pas une grande alliance des trois mousquetaires du mal, hein. Et surtout, Gandalf craint que Sauron profite de la faiblesse du Nord pour réimplanter ses forces dans les vestiges du royaume d'Angmar. Et là, je vous parle que du Nord, hein. Mais dans le Sud, le Mordor est occupé par les Nazgûl, et à l'Est, t'as les Orientaux qui arrêtent pas de harceler le Gondor à grands coups d'attaque. On est sur une très belle époque pour les peuples de l'Ouest, hein. Ouh. Donc le Gandalf, pas très rassuré, il réfléchit à un plan pour sécuriser le Nord. Et figurez-vous qu'il tombe sur Thorin écu de chêne, qui cherche à reprendre Erebor à Smaug. Mais quelle coïncidence! Ils réfléchissent donc à un plan, et il est dit que Gandalf a une intuition. Il faut inclure un hobbit dans cette aventure. Une intuition, oui. Pour que ce soit clair pour tout le monde, le plan de Gandalf, c'est d'attaquer une montagne occupée par un dragon, avec une petite bande de nains, et un hobbit, dont la spécialité avant ça, c'était principalement faire à manger, quoi. Donc c'est pas une intuition, mon ami, ça s'appelle une idée de mec défoncé. Et oui, on peut être très créatif sous substance, hein. Oh les gars, j'ai une idée. On va faire une catapulte à hobbit. Comme ça, on fout les petites dents, chut, on les balance, ils arrivent directement sur l'ennemi. C'est pas mal ça. Ça m'est venu là. Une fulgurance. En tout cas, ça lance la fameuse quête d'Erebor en 2941, quête pendant laquelle Gandalf se régale, puisqu'il va pouvoir sauver l'équipe à de multiples reprises. D'abord avec les trolls de pierre, tout le monde se fait capturer, sauf Gandalf qui peut donc les sauver tranquillement. Et puis tout le monde se fait prendre par le roi obèse des gobelins là, sauf Gandalf, puisqu'en fait dans la vraie histoire, celui qui se fait pas prendre c'est vraiment Gandalf, hein, c'est pas Bilbon. Et du coup, c'est lui qui bute le roi gobelin et qui sauve la fine équipe. Donc ok, c'est facile de le voir comme un héros. Mais le truc en fait, c'est qu'il est juste pas là à chaque fois que ça sent le roussi. Je me demande bien ce qui peut le tenir éloigné des soucis comme ça. Oh, je suis assoupi. Merde, ils sont où? Merde. A noter que c'est lors de cet événement avec les gobelins que Bilbon trouve le fameux anneau, mais sans le dire à Gandalf au début. Ah oui, aussi à un moment pendant la quête d'Erebor, Gandalf, il a un éclair de lucidité, et il parvient à se souvenir que lui à la base, sa mission, c'est quand même de gérer Sauron. Donc quand il a cet éclair de lucidité, qu'est-ce qu'il fait? Il se casse. Il va voir le Conseil Blanc et ils attaquent Dol Guldur. Et cette fois-ci ça vaut le coup puisque Sauron est là, il est défait, et puis du coup après il adoptera sa stratégie préférée qu'on connaît bien, la fuite et la sieste. Bon, ça résout pas totalement le problème de Sauron, mais au moins ça l'a éloigné du Nord. Après ça, Gandalf reçoit des news de la compagnie de Thorin, et là, il comprend qu'il était peut-être un peu trop défoncé quand il leur a donné des indications sur la forêt de Mirkwood. Parce que les gars, ils s'en sont pas du tout sortis, ils ont erré, se sont perdus pour au final se faire capturer par les elfes. J'ai aucun souvenir de ce que je leur ai raconté. C'est fou de perdre la mémoire comme ça. Pas à quoi c'est dû. Bon, du coup, il part à la recherche des nabots, mais en fait, le temps qu'il les retrouve, c'est quasiment fini l'histoire en fait. Les gars, ils sont passés par le lac, arrivés à la montagne solitaire, Bilbon a réussi à voler l'Arkenstone, comme quoi une idée défoncée, ça peut avoir de la valeur. Les nains ont repris Erebor, Smaug s'est fait tuer, et une guerre est sur le point d'éclater entre les nains, les hommes du lac et les elfes de Mirkwood. Il était temps, mon coco. Et là, pour le coup, heureusement que Gandalf a une pratique intensive de la fumette, hein. Parce qu'en fait il arrive vraiment juste avant que ça dérape. Et il reste calme, et il invite tout le monde à se réunir pour discuter, parce que des orques approchent. Et là il réussit à ce que tout le monde forme une grande alliance, grâce à des techniques de persuasion magique inédites. Bien, mesdames et messieurs, avant de commencer la discussion, je vous invite à tous goûter ça. Je vous garantis que ça va faciliter les discussions. J'en perds mon chapeau. Qui veut goûter? En tout cas, ça se passe pas comme dans le film du Hobbit, hein. Les nains et les elfes ne s'affrontent pas, Gandalf arrive à les raisonner avant. S'ensuit donc la bataille des 5 armées durant laquelle Thorin est tué. Rest in peace, brother. Mais les gentils remportent quand même la victoire. Comme je vous ai dit avant ces événements, Gandalf s'intéressait déjà pas mal au Hobbit, mais alors après la prestation de Bilbon, là il devient fan de chez fan. Et il est très content de la victoire sur Smaug et sur les orques, parce que du coup ça libère un petit peu le Nord, et ça diminue le risque de casse-couillage de Sauron en fait. Mais la joie de Gandalf ne dure pas longtemps. Parce qu'au final, en 2951, soit à peine 10 ans plus tard, ce qui est une broutille par rapport aux durées qu'on évoque depuis le début, Sauron se déclare officiellement au Mordor avec une nouvelle forteresse de Barad-dûr flambant neuve. Du coup, Gandalf, il se demande si tout ce tintoin à Dol Guldur, c'était pas une feinte pour faire diversion en fait. Mais non. Oh le bâtard. Bah oui. Ah bah oui, c'est ça. Cherche pas, hein. Putain.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nouvelle réunion du Conseil Blanc. Une réunion où, évidemment, Saruman continue à essayer d'endormir tout le monde, et paradoxalement, il devient de plus en plus jaloux de Gandalf, de sa sagesse et de sa perspicacité. Mon pauvre Saruman. Si tu savais ce que Gandalf il se met sous le capot, tu te détendrais. Hein. Durant les 50 ans qui suivent, Gandalf se balade encore. 50 ans quand même. Et il vient souvent voir Bilbon qui conserve sa jeunesse et devient de plus en plus préoccupé par son anneau, ce qui commence à inquiéter le magicien. Lors de son anniversaire, Bilbon fait son petit coup de magie invisible, puis il doit remettre l'anneau à Frodon, mais il traîne un peu, et il est un peu vénère quand Gandalf insiste. Alors là, ça met un bon coup de fouet à Gandalf. Il se réveille, et là, tu lui mets un vrai coup de pression. Et il était temps, parce que Bilbon commençait à appeler son anneau mon précieux. C'est du mauvais coton, ça. Ensuite, Gandalf dit à Frodon de conserver l'anneau, mais de ne pas s'en servir le temps qu'il enquête. Là, on est en 3001. Retenez bien, Gandalf veut en savoir plus sur l'anneau, donc il veut interroger Gollum et lire des manuscrits. Du coup, il demande de l'aide à Aragorn. En fait, il envoie Aragorn pour chasser Gollum, pendant que lui, il descend peinard à Minas Tirith pour aller lire des parchemins. Il trouve une série de parchemins d'Isildur, et là, il comprend que l'anneau, c'est pas juste une cape d'invisibilité. Il reprend donc le chemin pour la compter, et sur la route, il est interpellé par les copains d'Aragorn pour le prévenir que Gollum a été arrêté. Et à ce moment-là, on est en 3017. 16 ans pour lire des parchemins. Et vous allez me dire qu'il n'est pas défoncé. Bon, en tout cas, une fois Gollum questionné, il comprend qu'il faut se dépêcher de retourner voir les hobbits parce que Sauron est aussi au courant que son anneau est peut-être dans la comté. Il arrive chez Frodon tout stressé, fait faire un petit tour au feu à l'anneau et se tape le pire ascenseur émotionnel de sa vie. Il n'y a rien. Attendez. Il y a des inscriptions. Putain, non, putain de merde. Bon, et là, ça me fume parce que, bon, déjà, les news sont pas très bonnes. Hein. Mais Gandalf, en plus de ça, il a un mauvais pressentiment, il a encore un petit coup de son intuition. Il sent que dans le sud, il se passe un truc, quoi. Du coup, il va prendre la décision que tout le monde attend de Gandalf le Sage dans une telle situation. Il se bat. Oui encore, il se barre dans le sud et il laisse les hobbits se débrouiller. Donc on est d'accord, le mec vient de confirmer que c'est l'anneau unique, là. C'est l'artefact le plus dangereux au monde. Il sait que si Sauron met la main dessus, c'est un peu la fin du monde, quoi. Il sait aussi que Sauron sait que l'anneau est chez les hobbits et qu'il a sûrement envoyé les Nazgûl pour le chercher. Mais il se barre quand même. Allez. Excusez-moi, vous allez dire que je suis lourd, mais il faut être complètement défoncé quand même. Bon, après ça va, je vois qu'il a quand même envoyé Aragorn avec toute une armée. Non, rien du tout, en fait, il envoie qu'un seul homme. Ah oui, si, et il aurait laissé une lettre à l'aubergiste du poney fringant, qui aurait oublié de remettre la lettre au Hobbit. Ou alors tu étais trop défoncé et t'as rien remis du tout, mon Gandalf. En plus, il est retardé dans ses affaires au sud parce que Saruman lui offre une retraite de méditation Vipassana sur le toit de sa tour jusqu'à ce que le piaf géant vienne le récupérer. Au moins maintenant, Gandalf sait que Saruman veut l'anneau pour lui-même et il est plus ou moins allié de Sauron, quoi. Après ça, Gandalf va au Rohan, récupère le meilleur cheval ever qui s'appelle Shadowfax, puis il remonte vers la comté chercher les Hobbits, part à l'est et se fait attaquer sur la butte de Amonsul par les Nazgûl. Il s'en sort pas mal, il a même le temps de laisser un message pour la bande de Hobbits et d'Aragorn pendant que lui se réfugie à Foncombe. Après c'est donc la bande de Frodon qui se fait attaquer, Frodon se fait blesser, puis il est poursuivi et à nouveau, c'est Gandalf l'absent qui débarque comme un sauveur avec Elrond pour enchanter la rivière et balayer les cavaliers noirs. Et oui, c'est ça la vraie histoire, c'est pas Arwen qui enchante la rivière. Une fois que Frodon est à peu près remis sur pied, petite réunion avec les autres races sympathiques de la Terre du Milieu, la communauté de l'anneau est créée pour aller détruire l'anneau dans le volcan, communauté qui sera dirigée par Gandalf, en espérant qu'il arrive à ne pas s'absenter tous les 2 jours. La communauté s'embarque donc dans une joyeuse aventure égayée par les herbes aromatiques du magicien. Après quelques temps de randonnée, ils arrivent devant les portes de la Moria, où Gandalf évidemment galère à faire marcher ses ménages à travers son brouillard de THC. Il traîne tellement que le Kraken a le temps de faire un petit coucou à l'équipe. Coucou, tu veux voir ma... Heureusement tout le monde s'en sort, et c'est parti pour l'exploration de la Moria. Puis à l'intérieur, bon vous savez ce qui arrive. Le fameux fléau de Durin, un balrog du premier âge, fait son apparition et tente d'arrêter le petit groupe. Mais là, Gandalf se transcende. Fini la défense, fini les oublis, fini les fonces dalles. Et place au héros. Il se dresse face au balrog, lui dit très fort qu'il ne passera pas pour être sûr qu'il entende. Puis il pète le pont parce qu'il a un bâton très dur. Et il se fait entraîner dans la chute par le balrog qui, tel un poulet,
a des ailes purement esthétiques. Et là, c'est THE combat épique du 3e âge. Les gars se battent pendant qu'ils tombent, puis dans la flotte en bas, puis dans les tunnels, puis dans la neige et sur les escaliers en spirale de la tour de Durin. Un combat qui dure 10 jours. L'enfer. Finalement, le 10e jour, Gandalf porte le coup fatal, et le Balrog dégringole de la montagne, vaincu. Mais bon, notre magicien, il est pas non plus au top de sa forme, du coup il perd connaissance. Et là vous connaissez la version officielle, le truc que Gandalf raconte pour un petit peu se la péter quoi. Ouais, c'est vrai, je suis mort, mais les Valar ils me kiffaient trop, du coup ils m'ont renvoyé sur une autre apparence. Non mon gars, tu n'es pas mort. Tu t'es battu pendant 10 jours, donc déjà il y a de quoi avoir quelques crampes hein, quand même. Mais surtout, t'as pas fumé quoi que ce soit pendant 10 jours. Donc mon petit Gandalf, tu viens de vivre un sevrage. Le pire sevrage possible, hein, certes. Mais le fait est que tu es juste sobre en fait. Et oui, du coup, tu as l'impression d'être en pleine possession de tes moyens maintenant. Mais parce que c'est le cas. Gandalf le blanc, c'est juste Gandalf le gris, sevré. Du coup, après son sevrage, il se fait soigner chez les elfes, puis il part retrouver ses compagnons. Il découvre que Frodon et Sam sont partis tous les deux dans un voyage bromance +++, donc il va retrouver Aragorn, Gimli et Legolas dans la forêt de Fangorn. Il leur fait son petit numéro du Christ ressuscité, puis ils partent pour le Rohan, remettre le roi Théoden sur pied après qu'il ait passé un peu trop de temps dans une relation toxique avec Grima. Donc petite session d'exorcisme à la sauce Gandalf. Et là on voit bien la diff entre le Gandalf défoncé et le Gandalf clean. Le mec est badass, autoritaire et super efficace. Alors qu'il avait déjà dû voir que Théoden n'était pas au top de sa forme lors de son précédent passage. Mais bon, quand t'es défoncé, rien n'est vraiment grave, donc il a juste dû se dire bon, ça va. Là, pas le temps de niaiser. Dans la foulée, il envoie le roi et les quelques troupes restantes de la capitale au gouffre de Helm, pendant que lui repart à vive allure en quête de renfort. Oui, ça par contre, vous allez voir, il a pas changé. Il veut toujours arriver après les autres pour se positionner en héros. Et du coup, il y arrive, hein, parce que bataille du gouffre de Helm, ça sent vraiment pas bon pour les humains. Jusqu'à ce que Gandalf le Tardif arrive avec les renforts. Ensuite, il perd pas une seconde, il va gronder et punir Saruman, récupérer le Palantir, puis il encourage les Rohirrim à se diriger vers le sud pour aider le Gondor dans la bataille à venir. And Rohan will answer. Lui, il se casse avec Pippin pour Minas Tirith où il rencontre le régent en pleine dépression suite à la perte de son bon vieux Sean Bean qui, décidément, n'arrive pas à survivre à un seul film. Dans la foulée, Gandalf ne perd pas une occasion de faire le héros de la dernière chance en allant repousser les Nazgûl qui attaquent les réfugiés d'Osgiliath. Incorrigible Gandalf. S'en vient ensuite l'épique siège de Minas Tirith durant lequel Gandalf prend une bonne partie du commandement après que Denethor ait pété un plomb. Commandement qu'il est capable d'assurer grâce à ses nouvelles capacités cognitives parce que je vous laisse imaginer le bordel à l'époque de Gandalf le Gris. Bon, allez, ça va, asseyez-vous 5 minutes les gars, les orques ils vont pas partir. Hein. Non, ouais, c'est pas bon. Lorsque le bélier ouvre les portes de la ville, ça se passe pas vraiment comme dans le film. En fait, dans les livres, c'est Gandalf qui fait face aux ennemis, et plus particulièrement au roi sorcier d'Angmar qui mène lui-même l'invasion. C'est lui le héros maintenant, y a quoi? Mais les Rohirrim arrivent, donc le Nazgûl se détourne, et ça tombe bien parce que Gandalf apprend que Denethor est en train de s'immoler et qu'il veut emporter son fils Faramir avec lui. Allez, let's go! Encore une mission de sauvetage pour Gandalf le pompier qui débarque et parvient à sauver ce mal-aimé de Faramir de son horrible père. Pendant ce temps, les orques se font piétiner sur les champs du Pélénor et Aragorn donne le coup de grâce en débarquant depuis les bateaux volés aux corsaires d'Umbar. Mais il est donc accompagné d'hommes du Sud et pas de fantômes comme dans les films. Je le précise parce que vous m'avez bien fait remarquer que j'avais oublié de le dire dans la vidéo sur Sauron. Et là, je suis sûr que Gandalf, quelque part, il devait être un peu dégoûté que ce soit pas lui qui mène la recherche des Rohirrim. Parce qu'au final, son action héroïque à lui, elle est restée assez discrète hein, quand même. Bref. Victoire des hommes de l'Ouest. En suivant, le commandement est donné à Gandalf qui lance les troupes restantes vers le Mordor, manière de faire diversion pour Frodon. Encore une fois, une action intéressante, très rapide et risquée qu'il n'aurait donc jamais pu mener avant son sevrage. À l'époque, il aurait dit un truc du genre relax les gars, on va prendre le temps de soigner tout ça, 5-10 ans, après on avise, ok? Relax. Fini ça. L'armée de l'Ouest arrive donc devant la Porte Noire, la bouche de Sauron vient les faire flipper en montrant la côte de maille de Frodon, mais Gandalf étant en pleine possession de ses capacités, il ne tombe pas dans le panneau, non. Et tant mieux, parce qu'au final, il y avait toute une armée d'orques et de trolls derrière les portes. Et c'est Sauron, au final, qui tombe dans le piège de Gandalf, puisque Sam, Frodon et le copain Gollum sont arrivés jusqu'au volcan, résultant dans le dernier plongeon de Gollum accompagné de son précieux. Ce qui confirme d'ailleurs une intuition
que Gandalf avait eu sur Gollum en disant qu'il avait certainement encore un rôle à jouer dans le destin de l'anneau. Encore un exemple où finalement la fumette a servi. Ne perdons pas une occasion de briller, Gandalf s'envole ensuite avec les elfes pour aller récupérer Sam et Frodon qui n'avaient plus un poil sur les pieds à force de griller sur leur rocher là. Sauron est défait, les gentils sont vivants. Vient alors le temps de célébrer le mariage d'Aragorn, descendant d'Isildur, et Arwen, fille d'Elrond. Quel mariage de légende. Et bien sûr, devinez qui sera le maître de cérémonie. Après ça, Gandalf accompagne les hobbits jusqu'à la frontière de la comté où il va les laisser se débrouiller avec Saruman. Oui, parce que c'est occulté dans les films, sinon ça aurait été vraiment trop long. Mais en fait, il y a tout un passage où Saruman, il est allé bien casser les couilles aux hobbits dans la comté. Mais Gandalf, maintenant, il fait confiance aux hobbits, et puis lui, sa mission, c'était Sauron, donc c'est bon, hein, mission accomplie maintenant. Du coup, lui, il part de son côté pour retrouver une dernière fois le personnage mystérieux de Tom Bombadil. Il disparaît ainsi pendant 2 ans, durant lesquels on ne sait pas ce qu'il fait. Bon. Nous, on a notre petite idée, hein. Mais au final, c'est pas pareil, il n'éprouve plus le même plaisir, il a changé, il a mûri quelque part. Et du coup, finalement, on le retrouve en 3021 avec Frodon, Bilbon et Elrond au Havre Gris. Des havres d'où ils partiront pour rejoindre les terres immortelles de Valinor. Où Gandalf, après 2000 ans de mission, pourra redevenir Olorin. I'm back, bitches. Le plus sage des Maillards. Et le seul Istar à être resté fidèle à sa mission, incorruptible, jusqu'au bout. Oui, parce que les autres Istari, ils ont pas fait grand chose contre Sauron. Hein. A priori, parce que comme je vous le disais au début, les drogues apparemment, c'est un truc de magicien. Il y a que Gandalf qui a suivi sa mission jusqu'au bout. Bon, et blague à part, moi j'ai vraiment trouvé l'arc de Gandalf excellent. Parce qu'en fait, c'est à la fois un guide pour les autres personnages comme Frodon ou Aragorn, mais lui-même, il a son propre voyage du héros avec ses doutes, sa transformation, enfin vraiment j'ai adoré. Bref, merci Tolkien de nous avoir fait rêver avec de tels personnages. Et merci Amazon de prendre à cœur de respecter son œuvre. Je déconne. Non, par contre, merci à Emma de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Et je vous rappelle que vous avez 10% sur les commandes supérieures à 300 €, cumulables aux réductions déjà existantes qui vont jusqu'à moins 50%. Tout ça avec le lien en description et le QR code qui s'affiche sur votre écran. Et en utilisant bien sûr mon code NIBOR, NIBOR, valable jusqu'au 8 octobre. Bisous. Et pense à t'abonner, crapule. Quel con.